et que notre relation va s'arrêter là. Et à ce moment-là, elle a commencé à bouger bizarre. Elle a commencé à vouloir essayer de me faire rager en draguant l'un de mes amis. Bien entendu, avec mes amis, on est comme ça. Donc mon gars me raconte tout. Elle m'envoie un message en me disant un truc du genre: Oi, 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 oi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Late Night Special. L'émission animée uniquement par votre nouvel hôte préféré, Pierre Mathieu Louis, a.k.a. Vision the Great. Et déjà, je pense que vous pouvez tous applaudir pour ce nouveau format que j'ai enfin relancé, le format de Business Talk. Donc ça, c'est un format que j'avais lancé il y a 1 an et demi avant de me stopper et de me concentrer vraiment sur la partie femme et séduction. Et je me suis dit que ça y est, il était temps, comme je vous disais dans l'édition précédente, de reprendre et de pouvoir à nouveau vous faire partager tout le cercle de gens que j'ai autour de moi, de mecs qui font du business bien entendu. Et là ça y est, on est reparti pour une édition comme ça, chaque lundi. Je vais voir si je sors ça le dimanche ou le lundi. Il y a bien entendu le podcast section qui continue, cette édition du Late Night Special qui continue. Donc là ça y est, on est parti sur un gros rythme. Je fais des tournages pratiquement 1 jour sur 2. Et même avec l'autre business, du coup ça me fait des tournages pratiquement tous les jours. Donc ça y est, on est sur l'année où on a commencé à professionnaliser YouTube, à la fois au niveau du format, au niveau de la vision, au niveau de la ligne éditoriale, et soit ça, mais s'il me regarde, au niveau du contenu. Et ce soir, j'avais envie de vous parler des 13 règles du gentleman. Comme vous le savez, j'ai fait par le passé du contenu où je parlais de séduction, où je parlais de date avec des femmes, etc. Et en regardant toutes ces vidéos, je me suis dit que je n'avais jamais pris le temps réellement de pouvoir parler de ces règles un petit peu non dites autour des hommes en société, bien entendu, et de ce que moi je vais appeler le gentleman, le gentilhomme, l'homme qui a les bonnes manières en société. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, à travers mon père ou à travers le mentor que j'avais en grandissant, j'ai eu la chance d'avoir accès à tout ce langage, d'avoir accès à tous ces codes. Et c'est vrai que en avançant, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne les avaient pas. Beaucoup de gens, je vois des comportements en société où je me dis: wow, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu sais l'impression que tu es en train de donner? Est-ce que tu sais l'image que tu es en train de laisser quand tu fais ce truc-là? Et je commençais à réfléchir pourquoi. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a initié à tous ces codes de société. Mon père, bien entendu, qui m'a donné les premiers codes. Et je me suis dit, est-ce que c'est que ça y est, le taux de divorce explose et que les jeunes grandissent sans figure paternelle, qui fait qu'ils n'ont pas ces codes? Est-ce que c'est un relâchement de notre génération et des générations qui arrivent par la suite, qui crée ce décalage? Ou est-ce que c'est simplement notre société qui est en train d'évoluer et que je m'accroche à toutes ces règles non dites que pour moi, un homme qui se considère gentleman est censé avoir en société? Donc ça, c'est pour l'introduction. Et du coup, je vais vous donner ces 13 règles qui, selon moi, sont très importantes dès que vous allez vous trouver en société avec vos amis ou bien avec des femmes. Ok?
La règle numéro 1, c'est ne serre jamais une main en étant assis. Je vois beaucoup de gens, lorsque je me déplace à des réunions, lorsque je me déplace à l'intérieur de structures, avoir l'habitude de serrer la main aux gens qui arrivent, aux gens qui se présentent en étant assis. Et c'est vrai que faut que vous compreniez que c'est un manque de respect. Un homme se présente face à moi, il vient pour me saluer, je me lève et je lui dis bonjour. Et ensuite je me rassois. Toutes vos poignées de main un petit peu sexy de je vais donner la main un peu bizarrement, je vais donner ma main gauche, je vais rester assis, etc. Il faut comprendre qu'en société, ce sont des violations qui sont rédhibitoires et qui peuvent vous fermer la porte de certaines opportunités et vous ne comprendrez même pas pourquoi. Donc ça, c'est pour la règle numéro 1. Ne serrez jamais la main en restant assis. Cette règle va avec la règle numéro 2 qui est que tu peux dire énormément d'une personne à sa poignée de main. Donc fais en sorte qu'elle soit ferme et solide. Donc pour rester dans le même thème et rebondir sur la règle numéro 1, faites en sorte quand vous serrez la main à quelqu'un de vous tenir droit, donc déjà de vous lever, de vous tenir droit, de serrer la main à la personne de façon ferme, sans forcément lui écraser la main. Mais il faut comprendre que à travers ce geste, à travers cette première impression que vous donnez, eh bien vous pouvez tout de suite établir ou permettre à la personne en face de vous d'établir si vous êtes une personne de confiance ou non. Je rigole souvent avec mes amis, de gens qui viennent me serrer la main assez mollement ou avec énormément de manière. Parce qu'en fait, au-delà du fait que ça sorte un petit peu de l'ordinaire et de ce que je vois d'habitude, eh bien en fait, je me rends compte que directement, ce ne sont pas des gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, ce ne sont pas des gens avec qui j'ai envie de travailler. Quelqu'un qui me serre la main sans me regarder, je vais garder sa main dans ma main en attendant qu'il me regarde, en se disant tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lui serrer la main et je vais lui dire bonjour. Quelqu'un qui va me tendre une main gauche, qui va me serrer la main pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en restant assis, automatiquement je me dis tiens, soit cette personne n'a pas les codes, soit cette personne n'est pas une personne de confiance. Et ça, faut comprendre que ça paraît tout bête, mais ces deux choses-là permettent à la personne que vous avez en face de vous directement de se faire une impression de qui vous êtes. Alors, faites attention à donner la meilleure première impression possible. Ok ? Là, on va passer dans le rapport aux femmes pour la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est paye toujours le verre ou le restaurant si tu sors avec une femme. J'entends énormément de gens sur Internet parler de ce fameux premier date ou de ces fameux premiers dates avec des femmes et de qui doit payer l'addition et de est-ce qu'on fait Dutch, est-ce qu'on fait 50-50. Et quand j'entends tout ça, je me dis wow, toi tu as décidé de sortir avec une femme, tu as décidé de l'inviter en général puisque c'est toi qui proposes l'invitation et tu es en train de réfléchir à est-ce que je vais devoir la faire payer, est-ce qu'on va faire moitié-moitié. Et quand j'entends ça, je me dis mais vous êtes complètement con quoi. Si tu décides de sortir avec une femme, bien entendu tu es à l'initiative du rendez-vous et donc bien entendu c'est toi qui vas régler l'addition. Les hommes de nos jours se plaignent de ne pas avoir de femmes traditionnelles, mais de la même façon vont vouloir commencer à séparer des additions, vont vouloir commencer à se dire tiens, peut-être que c'est elle qui va payer, etc. Si tu es un gars et que tu sors avec une femme, tu payes l'addition. Et si c'est trop difficile pour le moment de payer les additions, soit tu sors avec moins de femmes, soit tu fais en sorte de commencer à travailler sur toi pour générer du cash, pour ne pas avoir cette question-là à se poser
au moment où tu vas sortir avec une femme. Ok? Donc pour cette règle numéro 3, voilà, que ce soit le verre, que ce soit le restaurant, moi je sais que de la façon dont je suis, c'est moi en général qui vais de toute façon tout payer quand je sors avec une femme. Ça fait bizarre une femme qui paye pour moi, c'est arrivé. C'est très flatteur, ça fait plaisir, je me dis que tiens, elle a envie de participer elle aussi. Mais c'est vrai que naturellement, c'est mon rôle de pouvoir faire en sorte qu'une meuf n'ait pas à se concentrer sur l'oseille que ça va lui coûter de sortir. Comme ça, elle peut se concentrer purement sur elle et moi, je peux me concentrer purement sur moi. Donc ça, c'est pour la règle numéro 3. La règle numéro 4, c'est pars toujours comme un gentleman à la fin d'une relation avec une femme. Cette règle, c'est une règle que j'aime beaucoup et que j'ai implémentée à la suite de podcasts que j'ai entendus, notamment avec Justin Waller et Tristan Tate. Et en fait, l'idée est très simple, c'est que vous allez commencer à fréquenter une femme, vous allez commencer à fréquenter des femmes. Je vous ai dit 2 fois des femmes. Bref, vous allez commencer à fréquenter une femme ou des femmes. Et bien entendu, il va y avoir des périodes où tout va très bien se passer et des périodes où ça y est, vous commencez à prendre 2 chemins différents. Et du coup, vous allez devoir vous séparer. Avant, de la façon dont je me séparais avec les femmes, c'était assez mauvaise ambiance. On ne se séparait pas dans une bonne atmosphère. Il y avait beaucoup de rancœur, beaucoup de reproches, beaucoup de culpabilisation des 2 côtés. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que le meilleur moyen que j'avais de finir la relation avec une femme, eh bien, c'était de la finir comme un gentleman. Tu la remercies pour le moment que vous avez passé et tu pars sans rager. Ça y est, t'es un homme. Pourquoi est-ce que tu vas continuer à bougonner si tu sais que c'est fini? Si tu sais que c'est fini, tu prends la responsabilité ou ta part de responsabilité dans la rupture. Et ce n'est pas le moment où tu vas reprocher des choses. Tu pars comme un gentleman, tu tournes les talons, tu dis merci. Et ça y est, vous ne vous reverrez plus. Ça m'est arrivé il y a des années maintenant que je sortais avec cette femme. Et on s'est séparés plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on se séparait, justement, ça se faisait dans une mauvaise ambiance. Eh bien, je peux vous dire que le sentiment d'inconfort qui émanait à chaque fois que je la recroisais, eh bien, a fait en sorte que petit à petit, j'ai commencé à me creuser la tête sur comment est-ce que je pouvais éviter ce truc-là. C'est fini une femme qui va me dire « Ouais, Pierre, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. » Et moi qui veux lui reprocher des trucs. Et c'est quoi? C'est le moment où je bougonne, c'est le moment où je fais l'enfant. Et quand je la recroise 2 mois plus tard, j'ai l'air d'un bouffon. C'est fini ça. Peu importe ce qu'a fait une femme dans la relation, peu importe la profondeur, peu importe l'intensité de la relation, si on décide de faire en sorte que ce soit fini, quand je dis on décide, en général c'est soit elle, soit moi, eh bien tu dis merci et tu pars comme un bonhomme avec un sourire. Ça me fait penser à une anecdote, une femme que j'ai fréquentée pendant un court moment. Au moment où... Laissez-moi me rappeler de cette histoire. Je peux peut-être faire un petit story time. Je rencontre cette fille. C'était il y a quelques temps. On passe un moment intime ensemble. On passe, je sais pas, peut-être deux rendez-vous. On fait nos affaires. Ça ne se passe pas comme je l'espérais, comme je l'attendais. Donc je lui dis, écoute, on va s'arrêter là. Elle un peu choquée, qui commence à réfléchir, à se dire, attends, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bien entendu, je lui dis non, c'est moi. Pas la douille de non, c'est moi, mais à ce moment-là, c'est vraiment moi qui ne le sens pas. Donc je lui dis que ça y est, il est temps de partir. Et
quand elle me renvoie un message le soir même ou le lendemain et qu'elle me demande des explications, je lui dis simplement que ça y est, en vrai, genre, je pense qu'on n'a pas la même conception de ce qu'on veut l'un pour l'autre, de ce qu'on veut l'un et l'autre ensemble, et que notre relation va s'arrêter là. Et à ce moment-là, elle a commencé à bouger bizarre. Elle a commencé à vouloir essayer de me faire rager en draguant l'un de mes amis. Bien entendu, avec mes amis, on est comme ça. Donc mon gars me raconte tout. Et elle m'envoie un message en me disant un truc du genre: ouais Pierre, écoute, bon bah c'est dommage, mais il n'y a pas de souci, on part pas fâché. Et je lui dis ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai bien aimé le moment que j'ai passé avec toi. Et par la suite, elle me dit oui, et puis je voulais te dire que il y a cet ami-là qui me plaît et que je vais aller le voir. Bien entendu, je pourrais commencer à l'embrouiller, à lui dire qu'elle est bizarre, etc. À ce moment-là, alors je me rappelle plus si j'ai répondu ou pas. Mais tout ça pour dire que la dernière impression que je lui ai laissée, c'était écoute, je comprends totalement, on n'est pas fait pour continuer à se fréquenter. À très bientôt. Je sais que les ex aiment bien s'envoyer bonne continuation. Donc vous pouvez envoyer bonne continuation. J'ai très récemment aussi eu un rendez-vous avec une fille. Et on a passé un très bon rendez-vous. Enfin, pour moi, tout du moins. Et le lendemain, je lui envoie un message. Et elle me dit un truc du genre on n'est pas dans le même délire. Je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là. À ce moment-là, je pourrais lui demander des explications. Je pourrais lui demander pourquoi, qu'est-ce qui ne lui a pas plu, etc. Et quel est l'intérêt de faire ce truc-là? Elle se débrouille avec ses armes aussi en fonction de ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce que je lui dis à ce moment-là? Écoute, j'ai passé un très bon moment avec toi. T'es une meuf super cool. Et longue vie, à bientôt. Enfin, à bientôt. Longue vie, force, love. Donc voilà, tout ça pour dire que quand vous avez des choses comme ça qui vous arrivent, des ruptures, des fins de relations, des fins de parcours, comme j'appelle ça, avec des femmes, eh bien, souriez, dites merci et barrez-vous. Ouais. Donc ça, c'était pour la règle numéro 4. Pour la règle numéro 5, c'est ne finis jamais la dernière part si ce n'est pas toi qui as payé. Et ça, je retrouve ça quand je vais sortir avec des amis ou que je vais aller à des rendez-vous avec des gens qui se disent que tiens, il reste de la bouffe dans l'assiette et qu'ils peuvent se permettre de la prendre. Alors, il faut penser à un truc, c'est que oui, bien entendu, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous vous considérez comme un gentleman, un homme qui a des manières, un homme qui a des valeurs, ce n'est pas quelque chose qui se fait si ce n'est pas vous qui avez payé. Je sais que par exemple, un ami a payé une assiette, c'est mon ami qui a payé l'assiette. Je ne vais pas me jeter comme un morphale sur la dernière part. On n'a pas 12 ans, on n'est pas chez les parents. On est en société et en société on se tient. Ok ? La règle numéro 6, donc là on va passer à une partie qui est un peu plus business, c'est ne fais jamais la première offre dans une négociation. Ça c'est une règle que j'ai implémentée assez récemment. Alors je l'appliquais quand même grandement ces dernières années, mais sans l'avoir réellement conscientisé. Et après la discussion que j'ai eue avec un ami il y a une semaine ou deux, et justement une négociation qu'on faisait ensemble sur un business avec un partenaire extérieur, j'ai vu la façon dont il a géré et j'ai trouvé ça mortel. Et quand on a débriefé dessus, et bien en fait ce qu'il m'a dit à ce moment-là m'a permis de conscientiser un truc que je faisais la plupart du temps inconsciemment. Du coup, et il m'a dit justement cette règle-là: ne fais jamais la première offre dans une négociation. L'idée étant que c'est stupide si demain vous voulez négocier un business, le fait d'abattre toutes vos cartes dès le démarrage. Plus vous allez pouvoir avoir des informations de la part de la partie adverse, plus vous allez pouvoir vous adapter et pouvoir tirer le maximum de cette situation. Si on est en train de jouer au poker et que je montre mes cartes
dès le démarrage, je suis stupide. Les gens peuvent voir ce que moi j'ai et peuvent s'adapter, eux, par rapport à ma situation. Alors que si au contraire, je fais en sorte que d'abord j'ai plus d'informations sur les parties autour de moi, plus je vais pouvoir faire en sorte de m'adapter et de pouvoir tirer le meilleur deal possible. Ok? Donc ça, c'est pour la règle numéro 6. La règle numéro 7, c'est prends tes responsabilités quand ça foire et donne le crédit aux gens quand ils ont participé. L'idée étant que vous allez vouloir faire du business, vous allez au bout d'un moment devoir déléguer une partie de vos tâches et donc vous allez au bout d'un moment devoir créer une équipe. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous le capitaine de cette équipe. Et un capitaine, ce qu'il fait, c'est que quand il y a des choses qui ne marchent pas, il se regarde dans le miroir, il regarde où ça n'a pas fonctionné et il prend la responsabilité des choses qui n'ont pas fonctionné. Un leader, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas blâmer les autres quand ça ne fonctionne pas. Il va regarder où est sa part de responsabilité et il va prendre le blâme pour lui. De l'autre côté, ce qu'il est important de faire pour pouvoir valoriser votre équipe et lui donner confiance autant par rapport à elle-même que par rapport à vous, ça va être de faire en sorte justement de pouvoir donner le crédit aux gens quand ils ont participé, qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ça veut dire que par exemple, si l'un de mes collaborateurs a fait quelque chose de positif, eh bien, je vais le valoriser au maximum et je vais essayer de le valoriser le plus possible auprès des autres quand on va être en société. J'ai eu un événement là pour mon business le week-end dernier et j'ai parlé du coup à beaucoup de clients. Et ce que j'ai fait toute la soirée, c'était valoriser mes partenaires pour ce qu'ils font de bien. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que égoïstement parlant, vous allez sans doute vous dire que on va vous voir comme quelqu'un de bien si vous prenez le crédit pour des choses qui ont été faites de positives. Mais imaginez l'effet que vous faites autour de vous quand vous valorisez justement tous ces collaborateurs qui travaillent autour de vous. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire il est capable de créer une bête d'équipe. Il a des gars qui sont super compétents. Et ça va augmenter d'autant plus votre valeur à vous parce que tous ces gens-là, eh bien, c'est des gens qui, au-delà de faire des choses bien, eh bien, ont voulu graviter autour de vous, ont voulu travailler avec vous. Et ça va vous permettre à vous d'augmenter, d'améliorer la perception que l'on a de ce que vous faites. Ok? La règle numéro 8, c'est ne supplie jamais pour une relation, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié. Je vais prendre la partie amitié déjà parce qu'elle est beaucoup plus simple. Comme vous le savez, j'ai un petit cercle autour de moi et je suis devenu très bon avec le temps pour justement faire le tri constant des gens que j'ai autour de moi pour ne m'entourer que de gens qui sont dans la même dynamique que moi. Eh bien, il faut comprendre un truc, c'est que dans les gens que vous avez autour de vous, vous allez networker, vous allez rencontrer des gens. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'une relation doit être naturelle. Ça veut dire que oui, je peux manipuler les gens en discutant avec eux, en poussant un petit peu plus que ce que la relation est à l'heure actuelle, en faisant des choses pour eux, pour essayer de faire en sorte par la suite d'aller chercher quelque chose chez eux, mais une relation doit être naturelle. Et si vous faites des courbettes pour quelqu'un, pour essayer de gratter quelque chose, la seule chose que vous allez faire, c'est passer pour un hypocrite. Donc c'est vraiment important de ne jamais supplier pour une relation en amitié. Peut-être que ce n'est pas le timing, ou peut-être que vous n'êtes simplement pas fait pour être ensemble. Eh bien dans ce cas-là, c'est pas grave. La relation s'arrête et vous trouverez quelqu'un de différent qui, au-delà de la relation que vous créerez ensemble, eh bien vous permettra d'avoir ce que vous désirez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que gentleman, pour cette règle, par rapport au fait de ne jamais supplier pour une relation, il faut comprendre un truc, c'est que vous, en tant qu'homme, êtes censé être concentré sur votre mission, être concentré sur ce que vous voulez obtenir, être concentré sur tous les jours devenir un meilleur homme par rapport à ce qui est important pour vous. Ça peut être le sport, ça peut être le business, ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est censé être votre seul focus. Et le fait
de vous concentrer là-dessus et d'avoir la meilleure ambition possible pour améliorer les domaines qui vous importent, eh bien ça, c'est censé inspirer une femme à être à vos côtés. Un truc que je dis beaucoup, je vous mettrai d'ailleurs le post sur Twitter, c'est que quand vous êtes le big shot, quand vous êtes la personne dans votre cercle ou dans les gens qui sont autour de vous, qui fait le plus, les gens vont faire attention à vous, de près ou de loin. Ça peut être des gens qui vont venir vous donner de la force, ça peut être des gens qui vous observent simplement de loin, ça peut être des gens qui sont autour de vous, mais il faut comprendre un truc, c'est que quand vous êtes la personne qui fait le plus, on vous donne de l'attention. Ça veut dire que, je vous dis une bêtise, même des femmes que j'ai pu fréquenter il y a des années, je sais qu'elles ont encore les yeux sur moi. Que ce soit en vrai, ou que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit même par SMS, etc. Et il faut comprendre un truc, c'est que il va être naturel pour une femme de faire en sorte que si vous êtes la meilleure personne possible, ou que vous êtes la meilleure option, cette femme ait envie d'avoir une relation avec vous. C'est normal pour une femme, si elle a le meilleur homme qu'elle peut avoir autour d'elle, de vouloir faire un pas vers cet homme-là et de vouloir avoir une relation avec cet homme-là. Comme je disais dans des vidéos que j'ai postées par le passé, c'est les femmes qui vont avoir l'accès, ou qui vont plutôt donner l'accès au sexe, mais à l'inverse, ce sont les hommes qui vont donner accès à une relation. Ça veut dire que tant qu'une femme, elle ne veut pas coucher, vous ne coucherez pas. De la même façon, mesdames, tant qu'un homme ne veut pas d'une relation avec vous, vous n'aurez pas de relation avec lui. Donc, être un gars et supplier une meuf pour avoir une relation, c'est inverser une dynamique, c'est mettre un rapport de force dans le mauvais sens et vous allez vous en mordre les doigts. Donc, ne suppliez jamais pour une relation, que ce soit en amour comme on vient de le voir, ou que ce soit en amitié. Ok ? La règle numéro 9, et ça c'est une règle que on m'a toujours dit dans le business, c'est « aie toujours du cash sur toi ». Ça veut dire que ce soit pour donner un tips à un valet qui va aller garer votre voiture quand vous allez aller au restaurant, que ce soit pour donner un tips au serveur qui s'est occupé de vous pendant que vous étiez à un repas business ou vous étiez à un repas avec une femme. C'est toujours important d'avoir du cash sur vous parce que le cash va vous permettre de débloquer les situations. Je le sais parce que ça fait longtemps que je fais du business. Par exemple, sur un modèle business où on va travailler sur des virements ou sur des prélèvements bancaires, forcément, des clients qui vont arriver avec du cash vont avoir un pouvoir de négociation qui est plus grand que des gens qui vont arriver et qui vont vouloir vous faire des prélèvements ou des virements. Je vous donne une bêtise, demain vous voulez vendre une voiture. J'ai une Mercedes classe A que j'ai envie de revendre 20 000 euros. J'ai une personne qui veut me l'acheter, qui va me proposer 20 000 euros en virement. Et j'ai une personne qui veut me l'acheter, qui va me proposer 20 000 euros en cash. Forcément, je vais aller chercher la personne qui va me proposer du cash. Et la personne qui va me proposer du cash est tellement puissante qu'elle va même pouvoir me proposer moins. Ça m'arrangera plus d'avoir du cash. Il y a un truc qu'on dit en anglais, on dit « cash is king, credit is power ». Donc, le cash est roi et le crédit, c'est la puissance. C'est-à-dire que ça, c'est un autre truc et je n'en ai pas parlé dans les règles parce qu'on va dire que c'est un peu plus avancé. Mais l'idée est simple, c'est que le crédit que l'on peut vous accorder de la part des banques quand vous faites du business, eh bien, c'est du pouvoir. Le truc le plus stupide que vous pouvez faire, c'est rembourser un crédit de façon anticipée. Demain, une banque qui vous propose des leviers de crédit, c'est la traduction de ta société va bien, j'ai envie de te prêter du cash parce que tu sais te servir de mon cash. Donc c'est pour ça qu'on dit le credit is power. J'ai envie de te donner de l'argent là, j'ai envie de te prêter parce que tout ce que je te donne, tu t'en sers et tu me permets de faire des petits avec. Donc pour résumer, le cash is king. Portez toujours du cash sur vous, ça peut vous permettre de débloquer des situations. Et de l'autre côté,
credit is power. Donc quand vous faites du business, une banque qui vient vous voir, qui vous propose plus de crédit, c'est parce qu'elle vous fait confiance, parce que la situation financière de votre société est bonne. J'ai eu affaire dans le passé à des moves comme ça, où j'ai pu aller chercher des leviers de crédit qui ont fait en sorte que quand ça allait moins bien, eh bien, le fait d'être allé chercher ce crédit-là m'a permis de me sortir de situations qui étaient inconfortables. Ok ? La règle numéro 10, donc là on revient vraiment en société, c'est écoute, acquiesce et surtout crée du eye contact. Quand vous êtes en société, le but n'est pas de parler le plus. Les gens me disent souvent que je suis assez mystérieux, que je ne parle pas assez. On en revient à la notion tout à l'heure de la règle numéro 6, ne fais jamais la première offre dans une négociation. Parce que les gens vont avoir l'habitude de se cramer, vont avoir l'habitude de dire tout ce qu'ils ont dans la tête. Ils vont aimer parler d'eux. Le problème, c'est quoi ? C'est que qu'est-ce qui intéresse le plus une personne ? C'est de parler d'elle-même. Donc tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes en société, c'est faire en sorte que les gens parlent d'eux-mêmes pour petit à petit aller chercher des infos sur eux. J'étais en soirée il y a 4 jours, avec l'alcool en plus. Moi qui étais très peu alcoolisé, j'ai pu faire parler des gens qui ont pu me donner des informations sur eux que jamais ils n'auraient donné. D'une part, s'ils n'étaient pas confortables de parler d'eux, donc si je leur coupais constamment la parole. Et d'autre part, parce que bien sûr, les substances ont fait en sorte qu'ils ont pu en dire plus que ce qu'ils n'auraient voulu. Donc, faites en sorte, quand vous êtes en société, d'écouter les gens attentivement. C'est pour ça que, par exemple, l'exercice de podcast est super intéressant. Parce que quand je viens présenter un invité, le but, ce n'est pas que je parle de moi, mais c'est que je le laisse parler, que je le mette suffisamment confortable pour qu'il ait envie de parler. Quand quelqu'un parle, j'acquiesce pour montrer que son propos, eh bien, je l'intègre et je le prends en compte. Et la dernière chose, c'est créer du eye contact. C'est Dale Carnegie, je crois, qui parlait de Napoléon Hill et de la façon qu'il avait d'écouter les gens. Je crois que c'est lui, ouais. Et qui disait que quand il parlait, il avait l'impression que la personne était à 100% concentrée sur lui. Et en fait, ça crée un état de confort chez votre interlocuteur. Ça crée un état de bien-être qui est incroyable. Quand une personne parle, je la regarde, je l'écoute et j'acquiesce. Et ça va vous permettre de passer pour une personne formidable sans même avoir émis un mot. C'est joli. La règle numéro 11, c'est la colère est une énergie qui fait fuir en société. Donc retenez-vous un maximum. Il faut comprendre un truc, c'est que il est important de travailler au maximum sur la perception que les gens vont avoir de vous en société. Le problème, c'est que forcément, en société, il se peut que vous ayez des situations de conflit, il se peut que vous ayez des confrontations. La pire chose que vous pouvez faire, c'est avoir un excès de colère. Parce que à partir de ce moment-là, les gens peuvent perdre toute la confiance qu'ils ont en vous. Si vous sentez que la colère est en train de monter, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous excuser et partir dans votre coin. Je sais que je suis quelqu'un, par exemple, qui avance énormément la frustration par rapport à des choses qui m'arrivent directement, mais aussi par rapport à des choses que des gens me font ressentir. Et je sais que, n'étant pas un très bon communicant, eh bien à ce moment-là, essayer d'expliquer et essayer de m'expliquer est une très mauvaise chose. Donc ce que je fais, c'est que je l'intègre tranquillement, je m'écarte, j'y réfléchis, je respire, et là, je prends des décisions par rapport à ça. Puisque des décisions prises à ce moment-là pourraient être fatales. Ok ? La règle numéro 12, c'est parle avec un bon langage pour aller loin. Laisse les familiarités aux moins éduqués. J'aime beaucoup cette règle parce que je pense que j'ai été des deux côtés de l'équation. J'ai été enfant très en avance, donc qui faisait extrêmement attention plus jeune à la façon dont je parlais. Je lisais beaucoup, j'apprenais, je m'éduquais énormément en général.
Et je suis tombé ces dernières années avec le lancement du business, la création de l'équipe. Une équipe justement avec laquelle j'étais très proche émotionnellement. Je suis passé dans un autre extrême qui était du coup très familier. Et c'est vrai qu'avec le temps, et d'ailleurs c'est un de mes amis, Samy, big up si t'es encore là, qui m'a dit « Pierre, tu devrais faire attention à la façon dont tu parles ». Et quand il m'a dit ça, eh bien, je me suis rendu compte que ouais, j'étais tombé en fait dans cette familiarité qui, comme elle m'accompagne 95% du temps, eh bien, avait pris vraiment 100% de ma personnalité. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que moi, en tant que Pierre Mathieu, moi en tant que Marc, eh bien, il fallait que je fasse attention à la façon dont je m'exprime, parce que cette façon peut attirer ou faire fuir en fonction de mon interlocuteur. Mais si le langage est suffisamment soutenu, si je retire des familiarités qui peuvent choquer des gens qui ne viennent pas du même milieu, eh bien ça peut surtout faire fuir. Et c'est vrai que typiquement sur cette émission du Late Night Special, eh bien j'essaye de justement prendre le pli, travailler cette façon de parler, travailler cette éloquence, travailler mes mots pour justement eh bien, essayer de nettoyer toutes les familiarités que j'ai pu accumuler avec les années, ou tout du moins faire attention à pouvoir m'adapter très rapidement en fonction du lieu dans lequel je vais me retrouver. Parce que oui, bien entendu, si je suis entouré de mes amis proches et qu'on est en train de s'entraîner, on est dans un environnement qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît. Donc là, je peux me libérer à 100%, retrouver ce phrasé, retrouver ce parler que j'avais beaucoup plus jeune. Malheureusement, les mots peuvent coller. Et je me rendais compte d'ailleurs que par exemple plus jeune, comme je lisais énormément, eh bien, il était très facile pour moi de pouvoir trouver mes mots. Et le fait de lire un peu moins avec les années, eh bien, petit à petit, je perdais justement tout ce vocabulaire que j'avais l'habitude d'utiliser. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le répète, cet exercice de podcast en général et encore plus sur cette émission en particulier, eh bien, ça me permet de pouvoir justement retrouver ces habitudes de bon langage, de bon parler. Ok ? Et la dernière règle, la règle numéro 13, c'est parle avec honnêteté, dis ce que tu penses et fais ce que tu dis. Et ça, je pense que c'est le gros travail sur lequel je suis depuis ces derniers mois, sur justement le fait de parler avec honnêteté. Étant quelqu'un qui évitait beaucoup les situations de confrontation, les situations de conflit, comme vous le savez, comme j'ai pu en parler quand j'étais plus jeune, eh bien, ma conscience faisait que c'était très compliqué pour moi de savoir que je pouvais volontairement ou plutôt consciemment blesser quelqu'un. Donc il se pouvait que je me mette à trouver des... Comment dire ? Quand on parlait tout à l'heure du fait de lire. Petits détournements, des petits mensonges pour pouvoir faire en sorte de ne pas blesser les gens autour de moi. Et en fait, et un de mes associés et amis en a vraiment été la preuve, je me suis rendu compte que justement le fait de parler avec honnêteté, le fait de pouvoir parler avec franchise, sans avoir peur de blesser, eh bien ça faisait en sorte que d'une part, les gens qui vous aiment vraiment et qui sont dans la même mentalité que vous, eh bien vont rester parce qu'ils vont encore plus respecter votre parole. Et d'autre part, eh bien, par rapport au podcast qui va sortir la semaine prochaine avec Oussama, quand on parlait du fait d'être en paix avec soi-même, même si ça voulait dire être en guerre avec le monde, eh bien ça fait en sorte que vous êtes aligné par rapport à ce que vous pensez et que vous n'avez pas peur de l'afficher, de l'exprimer si c'est nécessaire. Donc voilà, j'espère que ces 13 règles du gentleman vous auront aidé. J'ose espérer que vous les connaissez. J'ose espérer que maintenant vous allez les mettre en application. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec l'un de vos amis.
s'il y a des choses qui ont résonné en vous ou que vous pensez que ces choses peuvent résonner en lui. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires ou sur les réseaux directement. On est ensemble. Peace.